Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un guide d'achat des ultra grands angles, des zooms ultra grand angle disponibles en monture Sony. On va parler principalement des zooms haut de gamme ici, capables de résoudre une définition de 61 millions de pixels, comme le capteur du Sony A7R4. Donc ici, j'ai sélectionné évidemment la solution de chez Sony, gamme GM. On parle du 16-35 2.8, qui est un objectif bien connu, qui est très réputé pour sa haute qualité. Mais j'ai sélectionné aussi les deux alternatives de chez Tamron et de chez Sigma. Chez Tamron, on a un 17-28 2.8. Donc on est entièrement ici dans des objectifs natifs. Et chez Sigma, on a fait un choix un peu différent puisqu'on est sur un 14-24 2.8. Contrairement à mon comparatif du guide d'achat des 24-70, ici on a quasiment trois philosophies différentes sur ces objectifs-là. Et je vais vous dire un peu qu'est-ce que ça donne et dans quels critères il faut prendre en compte pour choisir plutôt l'un ou plutôt l'autre. D'abord, on va parler de prix, puisque ici, on a des écarts de prix qui sont assez considérables. On a le Tamron qui affiche le tarif le plus réduit ici, 899 € seulement. Un filtre devant de 67 mm comme tous les Tamron, et surtout le poids. Quel poids? 420 grammes. C'est vraiment rikiki pour ce genre de prestation-là. Franchement, c'est quand même une sacrée performance qu'a fait Tamron là, d'arriver à miniaturiser cet objectif. On a une distance de mise au point des 19 cm, là où tous les autres objectifs sont plutôt à 28 cm. Donc là aussi, c'est plutôt pas mal. Au centre, on a la version de chez Sony, qui est la plus chère, 2359 €. On a une distance de mise au point à 28 cm. On a un diamètre de filtre à 82, ce qui veut dire qu'on peut mettre un filtre. Contrairement à Tamron qui commence à 17 mm, ici on est un peu plus grand angle. Chaque millimètre compte et ça se voit, on va le voir sur les photos, mais 16 mm ou 17 mm, ce n'est pas pareil. Et donc on a 1 mm de plus pour l'ultra grand angle et on a un poids qui est quand même assez lourd, qui fait 680 grammes, bien que quand on va parler du Sigma, le poids est assez relatif parce que le Sigma est le plus lourd de ce comparatif. Le Sigma, lui, c'est un 14-24, donc on n'a pas la même plage focale que pour les autres, mais je vous ai dit que quand on était à l'ultra grand angle, chaque millimètre compte, et ici, on va à 14 mm, donc là aussi, on va voir beaucoup plus large avec le Sigma. Attention, le Sigma a une lentille bombée, malheureusement, devant, et qui dit lentille bombée dit impossibilité de mettre des filtres circulaires à visser en frontal. Sigma a certes mis un palliatif, vous pouvez mettre ici des petites feuilles pour mettre un filtre à l'arrière, mais on n'a quand même pas la même qualité que quand on met des vrais filtres en verre comme on met à l'avant. Et le Sigma est quand même le plus encombrant de ce comparatif malgré une plage focale assez réduite et surtout le plus lourd puisqu'il pèse 795 grammes. Donc là aussi au niveau du Sigma, bon c'est encombrant et c'est lourd, mais en termes de prix c'est contenu puisqu'on est à 1399 €. Donc je récapitule, 899 €, 1399 € et 2359 €. On va voir si en termes de performance l'écart de prix est justifié. Allez, on commence par un exemple pour illustrer ces différences de focale. Voilà l'angle de vue à 14 mm et voilà l'angle de vue à 16 mm. Donc on peut voir qu'entre 14 et 16 mm, on a vraiment une grosse différence. Regardez ici, regardez par rapport par exemple aux montagnes. Vous voyez cet arbre qui est ici et toutes ces montagnes qu'on voit à 14 mm. Lorsqu'on est passé à 16 mm, on n'a quasiment plus rien à côté de l'arbre. Donc il y a vraiment une différence, c'est visible. Et il y a encore plus une différence par rapport à 17 mm. Comme vous pouvez voir à 17 mm, cette montagne-là touche le bord de ma photo, alors qu'à 14 mm, cette montagne-là, vous voyez, j'avais quand même pas mal d'angles de champ entre les deux. Donc, c'est une vraie différence à prendre en compte. Quelqu'un qui veut à tout prix le plus large possible, c'est clair qu'il ne faut pas imaginer qu'entre 14 mm et 17 mm, il n'y a quasiment pas de différence. Il y en a une. En termes de piqué, sachez que ces objectifs-là sont absolument dingues en termes de piqué. Et les trois objectifs sont absolument exceptionnels. Je viens de boucler le test au moment où je fais ça du 14-35 de chez Canon, un objectif qui vient de sortir. Et franchement, ces trois objectifs-là sont capables de tenir un objectif qui est encore plus cher et encore plus gros que tous les objectifs de ce comparatif-là. Et c'est probablement signe d'une excellente performance pour ces trois objectifs-là. Donc concrètement, si on jette un peu le piqué, on va s'apercevoir que de loin, franchement, ils ont à peu près le même contraste, ça marche à peu près de la même façon. Ici, je suis à 16 mm ou 17 mm 2.8, donc à la pleine ouverture. Et lorsqu'on va regarder le centre,
bah, c'est purement étonnant. On est sur un capteur ici de 61 millions de pixels ultra exigeant. Et la conclusion, c'est que les 3 objectifs sont capables de tenir au centre un capteur de 61 millions de pixels en étant à la focale la plus grand angle et l'ouverture la plus grande. Donc c'est une vraie performance et ça témoigne de 3 objectifs de très haute qualité. Par contre, là où les différences vont se faire un peu, c'est évidemment dans les extrêmes. Dans les extrêmes, on va s'apercevoir que le Tamron a un peu du mal à être homogène. Contrairement au Sony et au Sigma qui, eux, sont capables d'avoir une belle homogénéité et d'avoir un piqué sur les côtés qui est vraiment pas mauvais. Et le Sigma est peut-être même supérieur au Sony à ce niveau-là. Je trouve que quand on regarde ici sur la montagne, je vais vous la zoomer encore plus comme ça, sur YouTube, ça passera mieux. Bah, c'est clairement la montagne du Sigma ici qui offre le plus de détails et on n'a pas cette impression de flou qu'on a un peu sur le Sony et qu'on a beaucoup sur le Tamron. Donc clairement, je trouve qu'au centre, c'est ex aequo, il n'y a pas grand chose à voir. Par contre, sur les côtés, clairement, je trouve Sigma est un peu en tête, Sony est pas loin et Tamron est un peu plus loin par contre. Ici, on est maintenant fermé à f8 parce qu'on peut imaginer que si vous faites du paysage, vous allez travailler beaucoup à f8. À f8, on a à peu près la même conclusion. Au centre, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a vraiment, vraiment pas grand-chose à dire en termes de piqué. Parce que en termes de flair, ici, j'avais le soleil qui était à peu près ici sur mon cadre, donc on va dire sur un côté, sans qu'il soit dans la photo. Malgré tout, vous voyez, le soleil, il était présent un peu par là. Et on va s'apercevoir que certains tiennent le flair mieux que d'autres. Le Sony est absolument impeccable et il n'est pas gêné du tout par ces rayons de soleil, alors que le Sigma, comme vous pouvez voir ici, est un peu gêné par le flair. Et ça ne m'étonne pas, le Sigma a une lentille devant qui est sphérique, et la lentille sphérique va avoir tendance à avoir un peu plus de flair qu'une lentille plate, tout simplement. Elle est bombée et quelque part, elle va capter plus de rayons de soleil. D'autant plus que le pare-soleil est intégré sur le Sigma et il est assez réduit pour un ultra grand angle. Le Tamron aussi a un peu de flair et donc je le dis, le Sony n'en a pas. Donc c'est une belle prestation du Sony. À f8, est-ce que les côtés se sont améliorés? La réponse, elle est plutôt oui pour le Sony, clairement. Le Sony tient le Sigma. On a à peu près le même piqué sur les extrêmes. Par contre, au niveau du Tamron, on est toujours en deçà des autres objectifs, mais c'est pas dégueulasse. Je reste surpris. On est sur 61 millions de pixels, un objectif qui est tout petit, qui est vendu 899 €. Et les côtés sont vraiment pas mauvais. Ce Tamron est très très bon. Forcément, il y a des petits compromis. On n'est pas au niveau des deux autres, mais purée. Il n'y en a aucun qui est vraiment à jeter, et j'en ai vu des ultra grands angles, et il y en a beaucoup qui font moins bien que ça. Donc c'est plutôt une belle prestation malgré tout, même si on voit bien, on a toujours sur le Tamron, sur les bords, un tout petit peu cette impression d'un peu plus flou, d'un peu moins piqué, d'un peu moins défini que les autres objectifs. Alors ici, on était à la focale 16 mm, on peut regarder quelques photos maintenant à 24 mm. C'est là que s'arrête le Sigma puisqu'il s'arrête à 24 mm. C'est le milieu de la plage focale pour le 16-35 et on est proche de la fin pour le Tamron qui s'arrête à 28. Ici, on va s'apercevoir que quand je zoome au centre, 61 millions de pixels, les 3 objectifs font à peu près jeu égal. Franchement, le Sony et le Sigma sont vraiment ex aequo. Le Tamron me semble légèrement en deçà des autres, mais vraiment, c'est pas si significatif que ça. Et quand on regarde dans les extrêmes, on a à peu près toujours la même dynamique, avec un Sigma qui me semble absolument incroyable en termes d'homogénéité et de piqué sur les bords, un Sony qui est légèrement en dessous, je trouve, et un Tamron qui est 2 crans en dessous sans arriver à un niveau qui soit inacceptable. C'est vraiment ça qui est important de retenir, c'est que c'est pas inacceptable. Souvent, on voit des appareils où c'est vraiment inacceptable. Ici, ça me semble parfaitement acceptable. Vous voyez ici, quand je regarde par exemple sur le côté, on voit bien la supériorité du Sigma ici sur le bord gauche, un tout petit peu moins sur le Sony et malheureusement beaucoup moins bien sur le Tamron ici. Et ici, quand je zoome, on voit bien ces impressions-là. Il n'y avait pas de vent, ça ne bougeait pas. Donc voilà, en termes de piqué, pour moi, la hiérarchie, elle est assez claire. Je trouve que le Sigma, il est absolument terrible, cet objectif. Mais par contre, c'est lui qui avait le plus de flair tout à l'heure, parce qu'il a sa lentille avant sphérique, justement.
Le Sony est vraiment très bon, le Sony, et en plus il a une plage focale de 16-35 et c'est lui qui résistait le mieux au flair et qui résistait au mieux qu'on avait le soleil dans les coins. Et le Tamron, franchement, était patent pour un petit objectif qui clairement vaut presque 3 fois moins hein, que l'objectif le plus cher du comparatif là. Bah, franchement, il fait 98% de la prestation, donc c'est plutôt pas mal aussi. En paysage, moi j'aime beaucoup regarder le soleil en étoile, hein, comme on appelle, donc on se met à f16 et on regarde un peu l'étoile que ça nous donne. Ici, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas exactement les mêmes étoiles. Donc je vous le dézoome un peu. Concrètement, on va s'apercevoir que l'étoile, quelque part, la moins qualitative, hein, toute proportion gardée parce que c'est très subjectif, c'est l'étoile du Tamron qui, on peut voir, hein, fait des rayons qui sont pas extrêmement bien définis, un peu plus larges, pas très longs. Voilà, bon, c'est vraiment un détail. Hein. Pour la plupart des gens, ça n'a aucune importance. Mais voilà, pour moi, l'étoile la plus jolie ici, c'est l'étoile du Sigma, tout simplement parce qu'on a un cœur qui est le plus petit possible et des rayons qui sont le plus longs possible. Le Sony se bat vraiment très bien aussi, même si je trouve hein, que le cœur de l'étoile est un peu lumineux et on voit un gros halo de lumière tout autour qui fait une perte de contraste qui est un peu plus marquée que celle du Sigma, mais beaucoup trouveront que je suis en train de pinailler ici. En termes d'aberration chromatique, maintenant, on est à la position ultra grand angle à 2.8 et on va s'apercevoir que celui qui est absolument impeccable, c'est le Sigma et qu'on a un peu d'aberration chromatique sur le Sony, un peu d'aberration chromatique pour le Tamron. Donc vraiment, là, on voit bien les aberrations chromatiques et on voit bien l'absence d'aberration chromatique sur le Sigma. Et si je regarde à un autre point, on voit tout de suite hein, qu'on a un peu d'aberration ici, puisqu'on voit des branches en bleu, tandis que je n'ai pas de branches en bleu. Hop, ici, vous voyez, quand je vais vous zoomer, je pense que sur YouTube, ça va passer. Ici, on voit bien hein, que ces branches-là, on en voit là aussi sur le Tamron. Et à l'inverse, quand on regarde à la même position sur le Sigma, on voit que le Sigma, lui, est absolument impeccable et dénué d'aberrations chromatiques. Donc pour moi, voilà, le Sigma est celui qui maîtrise le mieux les aberrations chromatiques. En termes de vignettage, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Les trois ont un peu de vignettage. Celui qui me semble avoir un tout petit peu plus de vignettage que les autres, peut-être, c'est le Sony ici, mais bon, c'est marginal et pour moi, c'est pas un sujet. Les bokeh sont très similaires. Hein. Il y a très peu de choses à dire aussi sur les bokeh. Si ce n'est que si on voulait aller chercher la petite bête, je trouve que le bokeh peut-être du Tamron est un tout petit peu plus carré et fait un tout petit peu d'onion ring, mais là c'est pareil. Hein. Il n'y a vraiment que quelqu'un qui va zoomer à 400% qui va se rendre compte de ça. Enfin, avec ce genre de focale ultra grand angle lumineuse, on a forcément envie d'aller s'essayer à de l'astro. J'ai donc essayé ces objectifs-là avec de l'astro. On va zoomer à 100% et on va rapidement s'apercevoir qu'un des trois est un peu moins bon pour l'astro que pour les autres. C'est le Tamron. Le Tamron, il est en bas, code orange. Le Tamron, pourquoi? Rien qu'en voyant cette image-là, tout simplement parce que je vois des étoiles qui sont bleues. On voit énormément d'étoiles qui attirent le regard. Ces étoiles, elles sont devenues bleues tout simplement parce qu'elles sont entourées d'une aberration chromatique. Et cette aberration chromatique fait que ça attire beaucoup le regard et quelque part, ça dénature un peu la photo. C'est pourquoi probablement que des trois objectifs, sans être incapable de faire de l'astro, bien sûr que vous arrivez à faire de l'astro, en termes de résultats, le meilleur des résultats ne sera pas obtenu avec le Tamron. On voit que tout de suite, dans ce métier-là, clairement, le Sony et le Sigma au centre sont assez équivalents. Et donc, on va probablement devoir aller sur les côtés pour arriver à les départager. Et qu'est-ce qu'on cherche sur une optique en astro? C'est d'avoir des étoiles, lorsqu'on est sur les bords, d'avoir des étoiles qui restent des points, des étoiles qui ne vont pas se transformer en comètes, qui ne vont pas avoir de l'astigmatisme. Et là, je trouve, le Sony, on peut voir que les étoiles se sont transformées en traits. Donc, de mémoire, ça s'appelle de l'astigmatisme. Et ce n'est pas le cas sur le Sigma. Sur le Sigma, on a un tout petit peu chouïa de coma, mais qu'on a aussi sur le Sony. Mais surtout, on a gardé des étoiles. Et ça fait vraiment la différence. On a des points sur le Sigma, pas d'aberration chromatique, quasiment pas de comète. Et on en a un peu sur le Sony. Donc, clairement, les plus pointilleux diront que vraiment le Sigma est la solution ultime. Et le Sigma 1424, quand je lis les tests de gens qui font de l'astrophotographie, est reconnu pour probablement être le meilleur objectif sur le marché pour faire de l'astrophotographie, tout simplement parce que vraiment en termes de défauts optiques, il vous donne des résultats qui sont absolument dingues. Le Sony se défend très bien et donne des bons résultats aussi, c'est juste que ça me semble un tout petit peu moins qualitatif que ce que peut proposer le Sigma. Au moment de conclure entre ces trois objectifs, dans quel cas prendre chacun d'eux? Déjà, la première chose
que je veux que vous reteniez, c'est que c'est 3 excellents objectifs et que vraiment ici, je suis arrivé vraiment à trouver aucun objectif en deçà du lot qui est à exclure comme je peux le faire parfois dans mes guides d'achat. Ici, je trouve que quand vous cherchez une solution compacte, et c'est l'esprit de la gamme 67 de chez Tamron, c'est un objectif qui est fait pour travailler dans l'esprit de la gamme de chez Tamron. Si vous avez un 28-75 qui est absolument dingue en termes de qualité, clairement ici pour 420 grammes de plus dans le sac, vous avez un ultra grand angle, certes qui s'arrête à 17 mm, mais c'est un petit compromis pour quelque part gagner énormément d'euros puisqu'il vaut que 899 euros. Et c'est vraiment un objectif avec lequel vous pouvez tout faire et clairement il est qualitatif. Il est juste un tout petit peu moins qualitatif que les autres sur les extrêmes, mais probablement que pour beaucoup de monde, ça ne va pas faire une grande différence. Ensuite, on a la solution de chez Sony, la solution GM. Cette solution de chez Sony, elle est vraiment très très bonne aussi, mais elle est clairement plombée par un prix qui est vraiment haut de gamme, 2359 euros, quand le Tamron ici vaut 899 euros. Pour motiver cette différence de prix, pour vous convaincre d'aller travailler sur du Sony, en priorité, il y a la focale. La focale 16-35 mm, c'est une focale qui est à cheval sur du 24-70. Donc je sais que si par exemple certains prennent un 16-35 et derrière l'enchaînent avec un 70-200 en zappant le 24-70. Le fait d'avoir accès ici à la focale 35 mm, vous avez la possibilité de faire des reportages et vous pouvez quelque part sauter la focale 50 mm et donc avoir 2 objectifs. C'est une philosophie de gamme, exactement comme la philosophie de gamme que vous offre Tamron. Ce qu'il faut, c'est une cohérence entre vos différents objectifs et clairement ici, vous avez des choix qui sont complètement opposés. En tout cas, cet objectif de chez Sony, il est super qualitatif, il est vraiment plein de qualité et c'est lui qui résistait le mieux au flair. Donc quand vous voulez faire des scènes de paysage avec le soleil qui est pas loin du cadre et compagnie, j'ai trouvé que son comportement était absolument admirable. En plus, évidemment, on peut mettre des filtres devant. Et ça, c'est pas rien, puisque c'est le défaut, en l'occurrence, du Sigma. Donc, ce Sigma 14-24, pas de filtre à l'avant. Oui, on peut mettre des filtres à l'arrière, mais c'est pas la même qualité que des filtres en verre. Clairement, si vous faites de la pose longue, c'est peut-être pas le Sigma qui va être le meilleur. Je pense que le 16-35 pour de la pose longue, avec des porte-filtres et compagnie, est plus adapté. Mais ce Sigma-là, il est clairement dans une logique d'avoir un objectif ultime pour faire de l'ultra grand angle. Ici, vous avez accès à la focale 14 mm, donc c'est quand même beaucoup plus grand angle que du 16 mm. Donc c'est vraiment son avantage. Oui, il a une plage focale réduite, donc clairement, derrière, c'est pour des gens qui vont avoir probablement un 24-70 pour le compléter. Contrairement à celui-là, où je vous disais probablement que c'est pour des gens qui n'ont pas de 24-70. Et ici, grâce à cet ultra grand angle, vous avez clairement un objectif qui est fait pour de l'astrophotographie avec du 2.8. Et je trouve qu'on a les meilleurs résultats sur le marché avec cet objectif-là. Idem, en termes d'homogénéité, il est dingue. C'est vraiment un objectif qui est 100% spécialisé sur du paysage, mais que ça soit pour du paysage ou de l'astrophotographie, si vous acceptez de porter cet encombrement-là et ce poids-là, clairement, vous avez probablement ce qui se fait de mieux sur le marché en termes de paysage et d'astrophotographie. Bref, c'est rare que je finisse un guide d'achat en vous disant je recommande les 3. Mais dans des 3 cas différents selon vos besoins. J'ai essayé de vous expliciter ce besoin-là dans ce petit comparatif. Et vous, lequel vous préférez? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. N'oubliez pas les pouces levés vers le haut, ça prend du temps de faire ces guides d'achat-là. Le prochain guide d'achat, ça sera sur le 70-200. J'attends le 70-200 Sigma pour pouvoir le réaliser. J'espère qu'il va arriver très très vite. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure. Salut!